de Radio France. Et après la réanimation, la réadaptation pour les malades. Reportage à suivre dans un centre spécialisé qui attend la vague des sorties des salles de réa. Qui a attrapé la maladie et comment s'est-elle diffusée? Première étude épidémiologique en France. Bonne question. Crépy-en-Valois dans l'Oise, on verra ce qu'elle nous apprend. Oui. La reprise de l'école à partir du 11 mai. Ah oui. La pandémie en Afrique. Une seule invitée pour parler de ces deux sujets dans 20 minutes. Oui, il s'agit de l'ancienne ministre. Najat Vallaud-Belkacem. Vallaud-Belkacem. Elle est aujourd'hui directrice France de l'ONG One et vous pourrez dialoguer avec elle vers 8h30, 8h30. Ouais, mais on arrêtera avant. J'arrêterai avant. 45, 24. Oui. Et dans ce journal, l'urgence et l'après, au menu du sommet européen du jour, la tentation de l'exode urbain, hausse des consultations, des annonces de maisons à vendre. L'exode, mais pour aller où les copains, les copines? Vous allez pas venir nous faire chier à la campagne quand même, hein? Non. France Inter. Quand PSA, Schneider Electric et Valeo se mettent à fabriquer des respirateurs efforts de guerre. Ah, ils ont fleuré le bon coup là. Liquide aux commandes pour produire 10 000 machines en 50 jours destinées aux salles de réanimation. Sauf qu'il y a un problème, un gros problème de modèle. Bonjour Jacques Monin. Bah merde. Bonjour Florence. Vous dirigez la cellule investigation de Radio France et vous nous révélez ce matin donc que 8500 de ces respirateurs ne sont pas adaptés aux malades du Covid. Oui, alors c'est vrai que sur le papier c'était une formidable opération, mais en creusant un peu, on se rend effectivement compte que le modèle qui a été vendu par Air Liquide, c'est ce qu'on appelle un Osiris 3. C'est un respirateur certes robuste, assez simple de conception, mais qui est conçu pour les transports, c'est-à-dire essentiellement pour les ambulances. Et tous les spécialistes de réanimation vous disent la même chose. Il ne l'utiliserait pas en réanimation. Et deux, ce type de respirateur, ça peut même aggraver l'état de patients Covid en situation de détresse respiratoire aiguë. Bref, carrément, ça aggraverait le bordel. Non mais les gars, faut arrêter de vouloir faire du pognon à tout prix là, hein. Le respirateur de transport ne permet pas de faire des réglages Non, performants. mais non. L'amateurisme à tous les niveaux, à tous les étages de la société de consommation capitaliste et compagnie. C'est rassurant, hein, les copains, les copines. Hein, vous aviez le moral ce matin. Eh ben voilà les infos. Négatif sur l'évolution de la maladie. Alors Jacques Monin, on comprend pas très bien. Ah non, on comprend rien du tout, Jacques. Oh alors essayer de conjuguer deux logiques contradictoires. D'un côté, l'exécutif voulait une opération rapide, rapide, et réunir, c'est vrai, rapide, pour produire ensemble 10 000 respirateurs français. C'était une très belle affiche. Oui, c'est une belle affiche, surtout après l'affaire des masques. Oh, l'affaire des masques. On redoutait d'être subi. Un scandale d'État qu'ils ont dit. Je veux dire, Salut David. Le mieux quelque part. Salut Hélène. Il fallait aussi pouvoir les fabriquer. Ces 10 000 respirateurs en seulement 50 jours. C'était une gageure. Franchement, même pour l'histoire d'Apollo 13, ils avaient été plus lents que ça. Tu vois, ils avaient fait rentrer un truc carré dans un truc rond. Vous vous souvenez, hein? Avec Tom Hanks. Ah oui. Et ben là, non. Et ben non, ça marche pas. Sur France Inter. C'est Gassimor, ça marche pas. 2 à 3 semaines intubés sous respirateur artificiel. Non, mais c'est pas comme s'il y avait vraiment des gens qui en avaient besoin, hein. Non, ça, les gens, les humains qui meurent, on s'en fout. Soins de suite et de réadaptation, étape cruciale dans des centres spécialisés. Il faut dormir, Ariane, hein, tu sais, il faut dormir, c'est important. Hein. Exemple à la clinique de Montévrain, en Seine-et-Marne, où s'est rendu Rémi Brancato. À 90 ans, Gisèle Michel n'en revient toujours pas d'avoir vaincu le coronavirus. J'étais très fatiguée, alors ça, je leur avais dit que je voulais m'en aller parce que j'en avais trop marre. Mais je m'en suis sortie. Peut-être 90 balais, elle est costaud, hein, Gisèle. Hein. 12 autres semaines en soins de suite et de réadaptation dans cette chambre de la clinique de Montévrain. J'ai eu affaire à une kiné parce que je ne marchais plus. J'ai remarché avec le déambulateur, puis maintenant je marche avec la canne. Gisèle, on te souhaite un prompt rétablissement, c'est sûr, mais heureusement que c'est pas Christophe Barbier, le ministre de la Santé, hein, parce que tu serais plus là. Hein. Ouais. Si, c'est l'économiste, médecin, conseiller, enfin là il a une écharpe rouge, il passe sur BF Merde souvent. Si, oh il est excellent, il sait tout, il connaît tout, il a tout fait, tout vu.
Ah ouais. Bah heureusement que c'est pas lui qui est aux manettes, hein, parce que sinon, bah tu serais pas à la radio. Les nouveaux patients qui continuent de sortir de l'hôpital, etc. Quand ils arrivent chez nous, ils sont très fatigués, donc faut qu'on les recalme, quoi. Ça va, monsieur? Ce service, isolé du reste de la clinique, pourrait fonctionner longtemps car Christelle Lecam, la directrice des soins, voit arriver la vague Covid de l'hôpital en décalé dans le temps. Est-ce qu'il faudra agrandir notre unité? On ne sait pas encore. Alors je comprends pas là, hein, je pense que vous êtes pareil. Il va y avoir une deuxième vague. Pourquoi qu'on envoie les enfants à l'école alors? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Bon, on est sauvés, ils ont construit des respirateurs qui marchent pas, mais enfin pas dans des bonnes conditions, mais envoyez vos gosses le 11 mai. De toute façon, ils sont pas prêts, les écoles sont pas prêtes, hein. Non. Rien n'est prêt, ils ont rien pensé, ils ont rien anticipé. L'Institut Pasteur pour réaliser la toute première étude sérologique en France au sein d'un lycée voisin du collège de l'enseignant décédé. Bonjour Daniel Messager. Oui. Bonjour. Cette étude a été menée début avril. Oui. Comment et qu'est-ce qui en ressort? Cette étude première du genre recherchant les anticorps a été menée auprès de 661 personnes, des lycéens et leurs contacts, professeurs, familles. En moyenne, 26% de la population a été infectée, avec une proportion plus importante chez les lycéens eux-mêmes et leurs enseignants. Le professeur Arnaud Fontanet a conduit cette étude. On a retrouvé 38% des lycéens qui avaient été infectés, 43% des enseignants et 59% des personnes qui travaillaient dans l'établissement. Le virus a beaucoup circulé dans le lycée. On voit d'ailleurs sur la courbe épidémique que la fermeture liée aux vacances scolaires a eu un impact très fort. La transmission du virus s'est arrêtée. Le confinement le 1er mars, qui est arrivé avant le confinement national à Crépy-en-Valois, a mis fin à l'épidémie. Dans les familles des lycéens, la contamination était plus faible. Daniel, ça en est où l'étude sur l'hydroxychloroquine? Raoult et compagnie? Hein? Non, mais je sais pas. Et autre renseignement, Daniel, on s'aperçoit là encore qu'il y a moins de malades chez les fumeurs. En effet, 7... J'ai vraiment pas de bol, hein, moi. Chaque fois que j'ai voté, jamais le mouvement ou le parti pour qui j'ai voté n'est passé. Ça, c'est vraiment la grosse déception de ma vie. Et puis alors, il suffit que j'arrête de fumer le 1er janvier pour que la crise du coronavirus arrive. Et là, qu'on me dise, si t'avais fumé, t'aurais eu plus de chances de rester en vie. Ouais, quand on en est à te dire que fumer, c'est peut-être la seule chance que t'as de survie aujourd'hui. Putain, on est mal, hein. On est mal. Mars et la mi-avril, 32 personnes sont mortes au sein d'un même centre hospitalier à Pont-de-Vel, dans la banlieue de Mâcon, à la fois un établissement de soins et un EHPAD. La direction ne précise pas combien sont morts du Covid, mais dans une lettre ouverte, les soignants du centre dénoncent une désorganisation générale et une catastrophe dont l'ampleur n'a pas été prise. Ma vilaine langue, une désorganisation avec un pays, la 5, 6, 7e puissance mondiale, vraiment, jaloux, va. Ce qui veut dire que les régions les moins touchées. Ouais, on a qu'à faire fumer les gosses. T'as raison, Colline. Allez, les enfants. Alors maintenant, ce matin, nous allons être dans l'atelier Covid. Nous allons apprendre à rouler des cigarettes. Et parmi les départements jusque-là épargnés, le Cantal a enregistré ses 3. Ouais, mais c'est normal, il y a personne dans le Cantal. Tu vas nous dire la Creuse aussi, peut-être, non? Ils n'ont pas été testés positifs dans un premier temps. Ils n'ont donc pas été soignés dans une unité Covid, mais dans un. Oui, ils n'ont pas été testés, donc on ne sait pas qu'ils existent. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais. Dépistage. Va donc commencer. 110 milliards d'euros, le prix de la crise pour la France dans le dernier budget voté cette nuit par le Sénat. 110 chiffre pharaonique, celui du déficit de la Sécu, estimé à 41 milliards cette année. Dette publique, récession, relance de l'économie, menu XXL pour les chefs d'État et de gouvernement européens aujourd'hui. Nouveau sommet virtuel face à la pandémie. On n'attend pas de décision, Angélique Boin, mais des avancées au-delà des plans d'urgence pour sortir l'Union de la crise et surmonter les divisions entre Européens. On est encore très loin d'un accord, mais l'ambiance est désormais constructive entre les 27, confie une source européenne. Le principe d'un fonds qui servira à investir dans les secteurs et les pays les plus abîmés par la pandémie est acté. Reste à en définir le montant, 1000 milliards d'euros au minimum, dit la France. Le sujet fera débat, tout comme son financement et son fonctionnement. Certes, on n'évoque plus le mot qui fâche, les fameux coronabons. Toute allusion à une mutualisation des dettes reste politiquement explosif dans certains États comme les Pays-Bas ou l'Allemagne. Un pognon de dingue. Va falloir vous relever les manches, hein, les Françaises, les Français. En même temps, vous êtes à poil, il n'y a plus rien à relever. Risque qui n'est pas son nom. Du côté de l'Espagne ou de l'Italie, on plaide toujours pour des aides massives et directes, voire pour une dette perpétuelle. Excusez-nous, à quoi elle sert l'Europe?
Non mais pardon, à quoi elle sert l'Europe sinon à pomper le... Quoi? Quand est-ce qu'il y a un retour? Les échanges vont se poursuivre, dit-on à l'Elysée, car un accord précipité serait un accord au rabais. Bien sûr, un accord précipité, c'est comme le traité de... Non, prenons le temps de bien réfléchir au projet, de bien... Hein. L'un des visages de la crise là-bas, c'est une jeune femme, médecin incontournable depuis l'arrivée du virus. Portrait en première ligne, signé Élise Delève. Iskia Sitches est une surdouée de la médecine et de la communication. La jeune femme, à l'allure simple et sérieuse, se fait connaître en 2017. Elle devient à 31 ans la première femme présidente de l'Ordre des médecins du Chili. Et lorsque le coronavirus progresse dans le monde, elle alerte son pays partout. À la télé, Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. à la radio et sur les réseaux sociaux qu'elle utilise sans limite. Avec ses messages clairs et efficaces, elle se place au centre du débat face à un gouvernement qui relativise beaucoup la situation. Si la courbe continue d'augmenter, nous nous dirigeons tout droit. Oui. Oui, d'accord. Alors, quel est l'intérêt? Parce que ça, c'est du passé. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? C'est quoi l'information, là? Si les pays européens pouvaient revenir en arrière, ils prendraient des mesures plus audacieuses que ce que nous sommes en train de prendre. Iskia Sitches dit ce qu'elle pense, oui, mais au fil des semaines, la nouvelle voix incontournable... Et elle est décédée aujourd'hui, c'est ça que vous allez nous annoncer? Non, c'est quoi le... Évidemment, à l'Ordre des médecins, nous préconisons une stratégie plus prudente, mais nous comprenons que le gouvernement a tout intérêt à relancer l'activité économique rapidement. La jeune médecin aurait-elle finalement la nuance nécessaire pour un tout autre destin? Certains au Chili lui prédisent un avenir gouvernemental. Élise Delève. C'est quoi l'information? Mais qu'est-ce qu'on en a à caisse? C'est très bien, heureusement que des gens comme ça peuvent... oui, parce que elle fait des choses bien, je remets pas... Mais qu'est-ce que ça vient foutre ici, là? Le bowling ou les salons de tatouage dès demain, c'est tout simplement trop tôt, lui dit le président américain. Terribles dommages collatéraux du confinement en France. Les appels au 119, le numéro d'urgence pour l'enfance en danger, ont bondi de 89% la semaine dernière. Plus de 14 000 signalements. Oui. Tu vas voir aussi, on va tous appeler, nous, les parents, ce numéro, quand on va devoir envoyer nos gosses à l'école. Si le coronavirus est aussi grave qu'on veut nous le dire, que c'est grave. Mais il n'y a pas 300 000 morts en France, là, aujourd'hui, à moins que les chiffres soient pipés. On ne comprend rien, France Inter. 20% depuis la fin mars. Et de fait, Yann Gallic, le confinement est bien moins pénible quand on a un jardin, de quoi donner quelques envies de changement, notamment à ceux qui sont allés se confiner au vert ou à la mer. Juste avant. Non, mais restez en ville, hein. Non, c'est bon. Bah non, on partage pas, bien sûr, bah non. Bah fallait y penser avant. Oui, vous n'aviez pas le choix. Mais oui, je sais bien. À côté de l'église, et à Paris, on est... Bon, en même temps, vu ce qu'on va gagner, là, il y aura bientôt des baraques à vendre. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, pas cher pour ceux qui ont du capital. Sa femme est avocate, la famille vit habituellement à Paris, mais aujourd'hui, elle envisage sérieusement de déménager en Normandie. Le confinement fait que confirmer cette envie en fait de de prendre du temps aussi pour soi. Ça a du bon, hein, finalement. Tout à fait qu'on peut soit changer de vie, soit même travailler à distance. Après, il y a une petite remise en question qu'il y a à faire, mais c'est tout à fait possible. La crise du coronavirus va-t-elle entraîner un exode urbain? Séverine Amat est responsable des relations publiques au sein du groupe Se Loger, spécialisé dans l'immobilier en ligne. Ce qu'on constate, c'est que le taux de consultation des maisons à vendre à la campagne depuis le début du confinement, alors que d'ordinaire, appartements et maisons sont au coude à coude. Oui. Aujourd'hui, on constate un rapport à 65% de recherche de maisons versus 35% pour les appartements. Mais il faudra évidemment attendre, explique Séverine Amat, pour savoir si cette tendance aura des répercussions réelles sur le marché de l'immobilier une fois la période de confinement. Tu vas voir le marché de l'immobilier comme il va être. Gros festival de jazz au monde, il n'y aura pas de jazz in Marciac cette année, festival annulé entre le 24 juillet et le 15. Et vous voulez vraiment qu'on pète les plombs, hein? Vous enlevez tous les festivals, ça va faire mal. Au mois de septembre, il faut s'y attendre, il y aura moins de découvertes cette année. Éditeurs et libraires en crise, la chaîne du livre, elle aussi, est arrêtée. La solution retenue, Ilana Mor-Youssef, c'est donc d'alléger les sorties. À la reprise, il n'y aura pas de place pour tous les livres, alors les éditeurs ont dû se résoudre à élaguer. Tout est impacté, tout, quelle vie de merde. Aïe, on va plus pouvoir lire, on va plus pouvoir sortir, on va plus pouvoir se droguer, on va plus pouvoir faire des câlins, c'est l'horreur. L'appétit
Tout est arrêté, Ariane. Tout. Putain. Pas de théâtre. Quelle vie de merde. Pas de manifestation culturelle, pas de festival. On aura donc tout le temps pour lire chez Stock les mémoires de Woody Allen et l'autobiographie collective du groupe IAM. Mais on a déjà tout lu, voilà, on en a marre. Une sérieuse cure d'amaigrissement. Chez Gallimard, 9 nouveautés seulement au lieu de 15 l'an dernier dans le domaine français et surtout pas de premier roman cet automne. Karina Ossine, secrétaire générale des éditions Gallimard. Nous avons pris une décision. Ariane, elle dit, il n'y a plus que la masturbation. Ouais. Oh putain, qu'est-ce que vous êtes bon. Ah là là, je vous kiffe. Franchement. Autour de romanciers plus aguerris. Partout, un même principe, atténuer la crise en gardant les livres qui font venir le public en librairie. Ilana Mor-Youssef, les librairies, il faut les rouvrir le plus rapidement possible. C'est l'une des priorités de l'après 11 mai, avait dit le ministre de la Culture Franck Riester la semaine dernière sur France Inter. Merci Florence Paracuelos. Il est 8h17. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est à l'économiste. Marie-Pierre Planchon avec une amélioration. La météo, il ne pleuvra pas pendant 4 ans. Nicolas, sur la région PACA et la Corse, vous avez vu le soleil se lever. Après la dissipation des brouillards dans le sud-ouest, on a les départements, je le rappelle, du Gers et des Landes en vigilance orange creux car il tombait plus de 3 mois de pluie ces derniers jours. Voilà, tout va bien. Il pleut aucune goutte ici. Allez, 1 millimètre il est tombé. Et là-bas dans le sud, voilà, il pleut tout ce qui pleut pas là en l'espace de... Ouais, c'est magnifique. Où on frôle les gelées comme ça. Il va falloir qu'on installe des pompes de relevage qui font par exemple le Tarn, je sais pas, l'Ariège et autres, pour remonter dans le nord. Oui, il va falloir des gros tuyaux. Les orages vont éclater sur le massif central encore et les Pyrénées. Les averses également gagneront les Alpes. Et puis à noter que le nord-est... Les gens se rendent compte qu'il faut bouger des villes pour aller en campagne, et les gens des campagnes se rendent compte qu'il faut aller en montagne. Ouais. 26 à Albertville. Dans le sud, le mercure commence à retrouver la tête à l'endroit et quelques couleurs. À Pau, où hier il y avait 13, vous aurez 19 au milieu de la journée comme à Bastia. Vous allez retrouver les 20 à Perpignan et à Biarritz. Les escargots, tu sais, je vais te dire, Colline, c'est un petit peu mal barré si on a ce temps-là, parce qu'on les arrose, on a l'eau du réseau, c'est pas le problème. Mais il faut des quantités astronomiques. C'est surtout pour la végétation dont ils ont besoin que ça craint. C'est là, le problème est là. Ah, attention, l'édito politique, non? Géopolitique de... Géopolitique, Pierre Aski. Salut Pierre. Vous évoquez ce matin le Ramadan qui débute en pleine pandémie. Oui, après les Pâques juives et chrétiennes, c'est au tour des musulmans du monde entier de découvrir le Ramadan à l'heure du coronavirus et du confinement. Le Ramadan qui débute la nuit prochaine pour 1 mois est un événement social par excellence. Au moment de l'iftar, la rupture du jeûne, et avec une... Moi j'aurais bien aimé, salut Gaël, salut Nadine, j'aimerais bien entendre Najat Vallaud-Belkacem. Je me demande bien ce qu'elle a à dire. C'est vrai, non, quoi? Non? Pas vous? Non, on s'en fout. Les pèlerinages à la Mecque. L'organisation mondiale... Non, c'est bien ce qu'elle fait, je crois, Najat. A pris la peine de publier des recommandations particulières pour les musulmans pendant le Ramadan, conseillant aux personnes atteintes du Covid-19 ou fragiles de consulter un médecin avant de prendre la décision de jeûner. Une grande majorité des plus d'1 milliard de musulmans pratiquants à travers le monde se résoudra vraisemblablement à un Ramadan confiné ou moins social que les années précédentes, mais ce n'était pas acquis d'avance. L'islam, comme il en chie le Pierre Askolovitch là, il est avec la menace croissante de la pandémie. Il est fatigué là. Accepter qu'un virus puisse interrompre la pratique religieuse de groupe est difficilement acceptable à qui croit en la force de l'absolutisme religieux et donne un sens divin à tout événement inhabituel. Le premier réflexe est de refuser la loi des hommes qui préconise le principe de précaution. De refuser la loi des vilains, surtout. La protection du ciel. Vous avez des exemples? Dans toutes les religions, Nicolas. En Iran, l'un des grands foyers de l'épidémie, l'épicentre se trouve dans la ville sainte de Qom. Et lorsque les autorités ont fermé les sites de pèlerinage... Najat. Ah, tu dis quoi, Nairobi? 5e jour de pluie en Ariège, purée, mais profitez-en. Stockez de l'eau, stockons de l'eau. Mais purée, on n'arrête pas de le dire depuis des mois et des mois, même presque 1 année, 2 années même. Pourquoi il n'y a pas de mesure de préservation? Quand il pleut, l'automne, l'hiver, le peu qu'il pleut, faut le stocker ici. Oui. Est-ce que tu l'as fait? J'ai pas pu le faire, faut que j'achète les cuves, j'avais pas les finances pour acheter les cuves. Mais voilà un plan national de sauvegarde du vivant. Le voilà le truc.
Le pognon de dingue là qu'on met partout là, bah il faut le mettre là-dedans. On a des surfaces de toit, il y a des gens qui ont des, il y a des usines, on pourrait récupérer tout ça pour que ça soit disponible le moment voulu derrière. On pourrait stocker des quantités énormes. Eh oui. Il pourrait aussi creuser des fosses, des trous, non pas pour mettre les morts, non pour mettre de l'eau, stocker de l'eau. On a vu qu'à sa blouse blanche de médecin. Mais son message a fait son chemin. C'est terrible. Il a été reçu à la présidence et par le président du Parlement. Bon Pierre, ton sujet il est intéressant sans l'être en fait. L'eau c'est la vie Cécile, tu as raison. Si la fête sera triste cette année entre confinement et crise économique, il est une autre valeur qui sera à l'honneur. J'ai des escargots à foison dans mon jardin, ça croustille sous les pieds quand j'y marche en soirée. Tortionnaire Claire. Dans un instant, c'est le grand entretien de la matinale. On a des pubs avant, non? Oui. Ah ouais, ok. Allez, une petite série de pubs. Dérapage, la nouvelle série Arte, réalisée par Ziad Doueri. Alain, un cadre senior usé et humilié par 6 années de chômage, se retourne contre un système qui l'a trahi. Oh, c'est complètement fantoche comme... Hein? Une entreprise prestigieuse retient sa candidature, mais rien ne va se passer comme prévu. Je vous propose une prise d'otage. Qu'est-ce que tu es en train de devenir alors? Dérapage. Je suis en train de devenir un agent secret, je vais prendre Macron en otage. Ce soir à 20h55 sur Arte. Ouais, non, j'ai autre chose à foutre que de regarder la télé. Voilà, on s'organise, hein, voilà, on travaille, on a des réunions. Oui, on ne fait que ça en ce moment. Avec le jardin, on a de la chance d'avoir un jardin, mais oui, on ne fait que ça. Qui subissent les conséquences de cette crise sans précédent. Oui. Vous pouvez compter sur notre soutien. Oh oui. En tant que banque créée pour tous les entrepreneurs, nos conseillers sont mobilisés partout en région pour analyser votre situation personnelle et vous accompagner avec des dispositifs. Oui, on va vous accompagner. Tiens, reculez, on va prendre une photo. Oui, prenez, oui, reculez encore. Ah bah merde, il est tombé. Sur banquepopulaire.fr. Ah oui, c'est ma banque. Ouais, effectivement, ouais. Je viens de recevoir un courrier. Oui, désolé, voilà, j'ai un chèque qui va certainement être refusé. Bon, voilà, oui. Non, pas beaucoup, pas un gros découvert, ça doit être 1000 euros. Oh, pour une entreprise, c'est énorme, un pognon de dingue. Ouais, on va vous aider, ouais. On va vous aider à tomber. Ouais. Bah, il y a que sur les entreprises qui vont mal qu'on gagne vraiment de l'argent, nous les banques, hein. Bah, les agios, les machins, Ah oui, bien sûr. Attendez. 5, 24, 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Bon, puis après, je vais chercher les croissants, je rentre chez moi, hein. Bonjour. Et merci d'être sur Inter ce matin. On va évidemment aborder avec vous les questions scolaires et éducatives cruciales dans cette épidémie. Oui. Mais commençons par l'Afrique. Vous êtes aujourd'hui la directrice pour la France de l'ONG One qui, je cite, lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables, principalement en Afrique. Dans cette crise, Najat Vallaud-Belkacem, on ne parle pas beaucoup de l'Afrique, pas assez, où circule pourtant le Covid-19. Oui. Alors depuis la position qui est aujourd'hui la vôtre, qu'est-ce qui vous remonte? Quelles informations disposez-vous sur la situation en Afrique? Quelles sont les zones, les pays en tension? C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et le Covid-19 affecte malheureusement tous les pays du monde, je crois que c'est clair à présent. Bon, là, tu nous apprends rien. L'Afrique, ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que se trouvent là-bas les pays les plus pauvres du monde. Les pays les plus pauvres du monde, c'est ceux dans lesquels vit 50% de la population sous 1,70 € par jour, en gros. Donc ça veut dire que ce sont des pays qui sont particulièrement peu prêts à faire face aux besoins de gestion de cette crise Covid-19 en termes de système de soins, en termes de protection de populations qui sont confinées et dont on a arrêté une activité économique qui est souvent une activité informelle, donc qui n'ont pas de réserve de précaution. Donc en gros, on craint à la fois pour la santé de ces populations, on craint aussi des épidémies de famine, et d'ailleurs vous l'évoquiez un peu plus tôt dans votre journal, le plan d'action mondial le plan alimentaire mondial est en train de nous annoncer potentiellement 250 millions de personnes dans le monde qui seraient touchées par une famine. Donc pourquoi est-ce que... Pas du Covid, hein? Pas du Covid. L'ensemble de notre monde, car le ah bah t'as raison, c'est ça. Contagieux comme il l'est, bah ouais, il n'y a pas de 5G. Pour l'effacer de chacun de nos pays, il nous reviendra par des réinfections. Donc c'est bien une réponse globale qui doit être apportée à cette on a foutu la merde en Afrique depuis des siècles. Si. Voilà.
Et aujourd'hui, ah bah tiens, ça va pas bien. Il a raison, et nous aurions aimé en effet que le G20 qui s'est réuni la semaine dernière... Ah bon, on n'aurait certainement pas de téléphone portable, hein. Vu les matériaux, les métaux précieux nécessaires à la fabrication de tout ça, et que l'Afrique en est regorgée, le sous-sol en est blindé, regorge de tous ces... Mais oui. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que de trop nombreux pays aujourd'hui croulent sous le poids de la dette dans ces pays les plus pauvres du monde. Vous prenez un pays comme le Ghana, par exemple, il consacre 11 fois plus d'argent à rembourser sa dette qu'à son système de santé. Comment voulez-vous gérer la crise Covid-19 dans ces conditions? Donc il faut fournir des liquidités, de l'argent à ces gouvernements pour qu'ils puissent y faire face. Il y aura, et on va y revenir au standard avec les auditeurs, d'autres questions sur l'Afrique. Question maintenant à l'ancienne ministre de l'Éducation nationale que vous avez été pendant 3 ans, Najat Vallaud-Belkacem. Comprenez-vous et soutenez-vous la décision du gouvernement de rouvrir progressivement les écoles? Je suis tout curieux. À partir du 11 mai, je suis tout foufou. Niveau par niveau, Najat. classe par classe, sur 3 semaines. Ouf. Je pense qu'il est nécessaire de rouvrir les écoles et d'indiquer à quelle date raisonnablement cela peut se faire. Parce que la classe numérique, ce qu'on a appelé la classe... Oui, beaucoup d'inégalités. Oui, tout à fait. Un complément et pas un substitut. On a besoin du professeur et de l'énergie du groupe pour apprendre. Simplement, la question... Apprendre à être formaté. D'ouverture. Moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas davantage de concertation réelle des syndicats d'enseignants, des fédérations de parents d'élèves, des collectivités locales, parce que je pense qu'une telle concertation en profondeur aurait permis d'améliorer la réponse, parce que les inquiétudes qui sont aujourd'hui émises par les uns et les autres... Bon, tu peux faire des phrases plus courtes et dire ce que t'en penses? Les professeurs sont tout à fait dans leur droit de demander quels équipements, quels masques, quels gels hydroalcooliques, quels tests vont être... Donc c'est le bordel, dis-le, c'est le bordel, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas eu de concertation. Tout à fait raison de demander comment on va désinfecter ces établissements. Les parents ont tout à fait raison de s'inquiéter sur le respect des gestes barrières pour des enfants de très jeune âge. 2-3 ans, c'est sûr. Les gestes barrières pour eux, ça va être des gros câlins, tu sais. Ah, ils sont pas vus depuis 1 mois et demi, les pauvres gamins. Enfin, un mois et quelques. Les enseignants vont à la fois, dans la même journée, s'occuper des élèves qui auront repris le chemin de l'école, et en même temps continuer à adresser leur... Elle a dit ni oui ni non, Cécile. Tu as tout à fait... Voilà, elle a été ministre. Hein. Ah bah non, une fois que tu as été ministre, tu réponds plus aux questions. C'est fini. C'est pas tenable, en fait, ce genre de choses. Donc, moi, je pense qu'une meilleure concertation avec tous les acteurs concernés, ce qu'on appelle la communauté éducative, aurait permis qu'il y ait un protocole sanitaire clair et qu'on évite... Trop tard! La prochaine fois, peut-être, à la prochaine vague. Vallaud-Belkacem menace d'exercer leur droit de retrait s'ils n'ont pas suffisamment d'informations. Très bonne question, Léa. De protection. Si vous étiez enseignante, si vous étiez prof, vous reprendriez les cours à partir du 11 mai, vous exerceriez votre droit de retrait. Vous seriez une feignasse ou pas? Si j'étais professeur, d'abord je serais sans doute syndiquée et j'estimerais indispensable que mon syndicat soit entendu, soit autour de la table. Bien sûr. Les partenaires sociaux, les syndicats. En quelque sorte, parce que ces modalités pratiques, il n'y a que dans la discussion entre acteurs Et c'est pas un gouvernement qui discute. Non, moi pas trop, non. Enfin si, ils discutent, mais tout seul. Venez au grand débat, venez discuter. Venez me chercher, je suis là. Oui, alors on va débattre. Hein. Non, taisez-vous par contre, c'est moi qui parle. Voilà, une question peut-être. C'est une question qui a été filtrée ou pas? Oui. Vas-y, dis ta question. T'es maire d'où? T'es maire de quelle petite commune de merde? Vas-y, dis-moi. Oui, ok, je te répondrai pas. Donc je continue mon monologue. Alors, j'ai tenu de prendre en charge la scolarité de leurs enfants en quelque sorte. Beaucoup d'entre eux se sont dit ah mais oui, mais le métier de professeur en fait c'est quelque chose d'éminemment précieux, compliqué. Est-ce qu'on les reconnaît vraiment comme il le faudrait, etc. Donc aujourd'hui on a la possibilité de mettre en action cette prise de conscience. La mettre en action, c'est donner la parole aux professeurs pour qu'ils s'expriment sur ce sujet à travers leurs organisations. C'est long comme réponse, hein. Il y a encore beaucoup de questions, tu sais. Non mais Najat, si tu pouvais faire plus court,
C'est vachement intéressant, mais plus court. De silice, mais j'ai trouvé même cette accusation absolument scandaleuse. Oui. Les professeurs ont envie naturellement de retrouver leurs élèves. Ils savent l'importance. Arrête, bah, tu parles, ils sont tout contents de glander. Arrête, ça se saurait, non? Bah attends, c'est bien connu, vu comme ils sont traités par l'éducation nationale, ça doit être des sacrés feignasses, hein. Ah bah oui. Hein. Et les parents partagent cela. Donc ceux qui vont exercer leur droit de retrait, vous les comprenez? Moi, j'estime qu'il faudrait en arriver... Ah, elle a pas dit oui, elle a pas dit non. Hein. Putain, ils y arrivent pas. C'est compliqué, vous savez, les pouvoirs publics... Ah, c'est compliqué, ouais. Faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc, pour éviter que s'exerce ce droit de retrait, il faut réunir les conditions et les garanties que demandent pas simplement les enseignants, mais aussi les collectivités locales. Ah, tu vois, dès que tu prends des responsabilités, tu ne peux plus donner ton avis. Tu ne peux plus dire oui ou non à une question réellement. Sauf si t'as des... Explique que vraiment les enfants ne sont pas égaux face au confinement. Il y a ceux qui les enfants ne sont pas égaux face au confinement. Nicolas Demorand, petite... Mais les enfants ne sont pas égaux tout court. Les gens ne sont pas égaux tout court aujourd'hui. Mais oui, t'as pas besoin de rajouter derrière des choses. Putain, ils vont me rendormir le matin. Hein. D'abord, il y a une réalité naturellement, c'est que tout le monde n'est pas égal face au confinement. Hein. Ouais, tout le monde n'est pas égal tout court. Hein. Face au confinement, donc ça n'est pas pareil. Bon, sur ces douces paroles, je vais chercher les petits croissants, oui, du pain. Voilà, une vie trépidante. Voilà. Non, mais t'as raté le début, Tinka, mais... alors c'est Najat Vallaud-Belkacem qui parlait et je me suis surtout mis sur le direct des informations de France Inter, enfin des informations, tu vois, en un mot, des informations. Bon, écoutez, à ce soir, bisous. Et puis bah on va bien se faire aimer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est construction de cabane. Oui, on va construire une cabane. Ah oui, parce que ils vont bientôt nous exproprier de notre maison, alors il va falloir qu'on soit dans une cabane. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Vie de merde. T'as raison, pivot. C'est une vie de merde hein, d'en être contraint à commenter les actualités dans un camion. Je vais te dire, on touche le fond là. Et encore une autre chose. En ce moment, j'ai l'impression que... Enfin, ça fait un moment d'ailleurs, hein, que... On a touché le fond depuis un moment, mais on continue de creuser. Allez, bisous. À tout à l'heure. Coquinou, va.